Je veux dire que vous, les États-Unis et les alliés des États-Unis, fournissez également ces armes à longue portée au régime de Kiev. Ils doivent comprendre que nous serions prêts à utiliser tous les moyens pour ne pas leur permettre de réussir ce qu'ils appellent la défaite stratégique de la Russie. Prêt à tout, sous-entendu, y compris le nucléaire. S'exprimant au Royal United Service Institute, regardez ce que dit l'amiral Sir Tony Radakin. Le monde est à l'aube d'un troisième âge nucléaire dans lequel les démocraties occidentales sont menacées par des États autoritaires cherchant à défier les règles mondiales. On n'est pas à l'aube, on y est, on est dedans. Vous allez encore plus loin. Les Britanniques parlent de menaces. Ouais. Ils ne parlent pas de guerre nucléaire du tout, ils parlent de menaces. Or, les menaces, on les a quasiment depuis le premier jour de la guerre. Et les menaces, elles ne cessent de s'accentuer. Alors, il y a eu ce tir de missile Oreshnik, que moi je qualifie de missile Potemkin. D'abord parce que c'est un missile expérimental qui est en phase de test, qui est testé en conditions réelles, qui ne portait pas de charge, qu'elle soit nucléaire ou conventionnelle. Ces 6 ogives sont tombées au sol, ont fait quelques dégâts, pas ceux qui étaient attendus d'ailleurs par les Russes, mais pas plus que ça. Et derrière, on ne sait pas combien il y en a, mais visiblement, il y en a très très peu. Maintenant, il y a quasiment toutes les semaines, presque toutes les nuits, des missiles, d'autres missiles qui peuvent porter l'arme nucléaire russe, qui s'abattent sur des installations civiles ukrainiennes dans le but de faire plier la population ukrainienne. Les menaces, elles cherchent à faire plier la population des pays occidentaux qui soutiennent l'Ukraine, les Ukrainiens. Elles cherchent à nous faire peur. Et ça fonctionne parfois. Vladimir Poutine les a renouvelés. Maintenant, c'est Sergueï Lavrov, toujours un peu dans les mêmes mots. Nous avons envoyé des signaux et nous espérons que le dernier, le missile Oreshnik dont je vous parlais, les États-Unis ont déjà promis que la riposte, conventionnelle d'ailleurs, pas nucléaire, serait totale sur leur sol. Amiral. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Nous sommes dans l'âge nucléaire et simplement parce que des voix autorisées en parlent, parce que Poutine en parle à sa façon, respectant une grammaire encore de la dissuasion plus ou moins amendée. Lavrov, qui est son représentant, c'est pas un porte-parole, en parle aussi. Mais soulignons toujours qu'ils emploient par tout moyen. Et tout moyen, ça laisse encore une espèce de marge d'appréciation à partir du moment où la Russie ne se sentirait pas attaquée dans ses intérêts vitaux. Alors, où les place-t-elle ? C'est toujours extrêmement difficile, mais c'est ça l'ambiguïté stratégique de la dissuasion nucléaire. Parce que les Russes ont intérêt à conquérir le maximum de terrain avant que puissent s'ouvrir éventuellement des négociations sous l'égide de Donald Trump, et on l'espère aussi en association avec les Européens. Emmanuel Galichet, les services secrets britanniques sont d'autant plus inquiets que depuis 2023, les Russes ne communiquent plus sur leur arsenal nucléaire. On sait qu'avec les Américains, ils détiennent 90% de l'arsenal mondial et que les Russes peuvent se vanter d'avoir une triade, ce qu'on appelle les armes nucléaires, sur mer, sur terre et dans les airs. Donc, est-ce qu'on en sait plus sur ce qu'ils ont en fait entre les mains ? Je ne sais pas trop si les Britanniques en savent plus que les Américains ou les Français. C'est pas le problème. Je suis tout à fait d'accord avec les deux intervenants qui ont parlé juste avant. On est dans une arme politique, quel que soit, je dirais, le nombre d'ogives que la Russie a. On est quand même toujours sur une arme politique sur laquelle personne aujourd'hui n'osera l'utilisation, parce que on a des populations qui seraient complètement affolées, et donc aussi bien les Russes d'ailleurs que les Européens ou les Américains. Donc en fait, on est vraiment là en attente du 20 janvier et on voit vraiment se mettre en place les forces de chaque côté pour que ensuite, sur la table des négociations, que ce soit Poutine ou que ce soit Trump, ils aient chacun des armes assez fortes pour réussir leur négociation. Donc effectivement, je dirais que les Anglais sont alliés des États-Unis, évidemment, s'obligent à avoir cette communication en disant il est clair qu'il faut avoir peur de la Russie, mais je ne pense pas qu'ils en sachent plus que les autres, aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que les opinions publiques aient été vraiment chamboulées au point d'en garder le souvenir.
Quand je parlais des opinions publiques, je pensais aussi au gouvernement, parce que le but, c'est d'effrayer les Allemands et d'éviter que leur soutien à l'Ukraine soit encore plus puissant et profond. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec l'amiral, parce que les gouvernements, ils ont leurs services de renseignement, ils font leurs analyses, les militaires, et là-dessus, il n'y a pas tellement de quoi les effrayer, même si on voit depuis le début de la guerre qu'on n'a pas livré tout ce qu'il fallait en temps utile à l'Ukraine, sans doute parce qu'on était un peu inquiet, un peu peur, je vais le dire comme ça, de la réaction de l'ours russe de Vladimir Poutine. Maintenant, les opinions publiques, le mot nucléaire, il fait peur, à juste titre. Tout le monde se souvient de Nagasaki et d'Hiroshima. Ah oui. Tout le monde l'a appris à l'école, tout le monde a vu les images, on en a reparlé récemment à l'occasion de l'anniversaire. Le nucléaire, ça fait peur. Et on le voit à chaque fois qu'on en parle sur ce plateau, on peut le voir après, soit dans des messages sur les réseaux sociaux, soit parmi les proches, les gens avec qui on peut discuter. Le nucléaire, ça fait peur, ça pèse sur les opinions publiques. On voit bien que le soutien à l'Ukraine, je prends les opinions publiques dans leur grande largeur, des États-Unis à l'Europe, en passant par le Royaume-Uni, au fil du temps, alors il y a une lassitude, mais il y a aussi une peur quand même. Et donc le soutien s'effrite peu à peu, c'est très lent. C'est une machine qui prend beaucoup de temps. Mais là, la machine de propagande russe, totalement héritée de la machine soviétique, elle est à l'œuvre tout le temps. Elle paie des gens pour relayer sur les réseaux sociaux ces messages. Vous devez avoir peur de nous. Et le message, peu à peu, il s'imprime. Malheureusement, il y a toujours tous les idiots utiles qui relaient le message de la Russie, même quand ils sont pas pro-russes d'ailleurs. Il y a des gens qui se prennent les pieds dans le tapis en relayant des choses qui sont absolument pas vérifiées. Pour moi, Oreshnik, par exemple, et d'après les spécialistes, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est une sorte de missile Potemkin. C'est pas un missile qui peut faire beaucoup de mal. Alors évidemment, s'il y a des ogives nucléaires dedans, s'il fonctionne et s'il tape un pays occidental, ça va faire des dégâts. Mais là, on est vraiment dans la dissuasion, la grammaire nucléaire qui, depuis la guerre froide, est franchement très bien interprétée par tous les gouvernements. Et on voit que le téléphone rouge, qu'on appelle le téléphone rouge, le signalement par informatique, en fait, une demi-heure avant le lancement du missile, a été parfaitement exécuté par les Russes, qui veulent surtout pas que les Américains puissent penser qu'ils lancent un missile avec une ogive nucléaire. Ensuite, lorsqu'on déplace les ogives, Didier François l'a expliqué à maintes et maintes reprises sur ce plateau, lorsque des Russes déplacent des ogives pour les placer sur des missiles, on le voit rapidement, on sait très bien à quoi s'attendre. Donc pour les Russes, c'est vraiment une opération vers le grand public. Voilà.